Et à un moment donné, il faut suivre aussi la petite voix intérieure qui te dit bon, allez, saute dans le vide et puis tu verras bien, quoi. Sur les 20 dernières années, le commerce, la classe d'actifs est la classe d'actifs la plus performante sur les 20 dernières années, de 2002 à 2022. Ouais. Alors effectivement, tu as en point numéro 1 la performance. Il y a cette notion de bail commercial qui est différent du bail civil. Mais évidemment, le critère numéro 1, qui est logique, c'est l'emplacement. Est-ce que tu préfères aller à l'hôtel ou dans une villa avec service ? C'est un peu une question de philosophie, tu vois, c'est pas antinomique. Et je pense que voilà, il faut pas avoir peur. C'est une super aventure humaine, mais faut se faire confiance et pas avoir peur de sauter parce qu'on rebondit toujours sur quelque chose. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Limo sans cravate. Aujourd'hui, on est accueillis très gentiment dans les locaux de Blox avec Lorraine Danet. Salut Lorraine. Salut. Salut à tous les deux, merci de me recevoir. Merci à toi de nous recevoir dans tes locaux. Au programme, on va parler de plein de choses. Donc Blox, vous connaissez peut-être pas encore, mais c'est une plateforme d'immobilier fractionné spécialisée dans l'investissement dans les locaux commerciaux. Donc on va essayer de traiter pas mal de sujets dans cet épisode et notamment ce type d'actif qui est l'immobilier commercial qu'on n'a pas encore vu dans le podcast, l'immobilier fractionné, comment ça fonctionne, et puis essayer d'avoir un peu ton retour d'expérience sur toute cette aventure Blox et Woomiz potentiellement que tu as eu dans ta carrière. Voilà. Alors on en a pour 2 heures si on parle des deux sujets. Bon, on va essayer de faire au mieux. Et du coup, est-ce que dans un premier temps, tu pourrais peut-être te présenter et présenter ce que tu fais, ton parcours pour les gens qui nous écoutent et qui ne te connaîtraient pas. Ravie. Donc moi, je m'appelle Lorraine Danet, j'ai 33 ans. J'ai grandi à Paris, en région parisienne, d'une famille, je dirais, un père entrepreneur dans l'immobilier, déjà, et une mère profession libérale, donc avec une grosse culture quand même, je dirais, de l'indépendance dans ma famille, de sœurs aussi, profession libérale. Et j'ai commencé moi mes études initialement en droit puis en finance où voilà j'ai passé mon master à Dauphine en finance et j'ai commencé ma carrière en banque privée chez Natixis où j'ai travaillé pendant 3 ans en gestion de fortune. Donc mon métier c'était d'accompagner principalement des entrepreneurs qui aidaient leur société dans l'organisation patrimoniale et les gestions financières qui en découlait suite à la cession de leur boîte. C'était une super expérience. J'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs super inspirants. Et à un moment donné, je me suis dit, moi aussi, j'avais toujours eu ça un peu en moi quand même. Même étudiante, j'avais eu un premier projet. Je m'étais dit, le jour où j'ai la bonne idée, je me lance. Et c'est vrai que de travailler avec ces entrepreneurs super inspirants, à un moment donné, j'ai eu envie. C'est aussi de l'autre côté, de moi-même monter mon business. Donc, ce que j'ai fait en 2017, grâce à mon meilleur ami, je dois dire, à l'époque, et concours de circonstances, parce que je vivais en coloc à Paris, et on avait tous les deux des galères quand il s'agissait de... Enfin, mon associé, Alex, avait beaucoup voyagé à l'étranger, etc. Et beaucoup de galères de coloc. On s'est retrouvés autour de la même problématique qui était finalement trouver un toit assez compliqué quand t'es étudiant jeune actif, mais en plus, bien t'entendre avec tes colocs. Fitter avec les colocs en place. Ouais, c'est encore plus compliqué comme équation. Et donc, on a monté Woomiz, notre première start-up, qui était, si je peux le résumer, le Tinder de la coloc. Donc, une application qui permettait aux étudiants jeunes actifs de matcher par affinité, comme sur une application de rencontre, mais aussi de trouver un appartement. Voilà, donc c'est une aventure qu'on a développée pendant 5 ans, le Covid au milieu. Faite de haut et de bas, c'était passionnant. On a rassemblé plus de 350 000 personnes sur la plateforme, donc beaucoup d'engouement. Et c'est vrai qu'on répondait à un vrai sujet. Malheureusement, le marché était compliqué, modèle économique, on n'a pas vraiment réussi à trouver. C'était qui tes clients dans l'histoire ? C'était les bailleurs du coup qui mettaient leur appart en... Alors, on est passé par beaucoup de chemins. On a testé beaucoup de modèles différents, mais effectivement, après le Covid, là où on a commencé vraiment la monétisation, on a commencé à monétiser en B2B auprès des résidences étudiantes, de co-living, etc., qui étaient nos clients. Et effectivement, on avait ce modèle de réservation qui nous permettait de prélever un frais
au moment de la réservation du logement, ce qui pose d'autres problèmes aussi, parce que quand on est une marketplace, il faut pouvoir faire en sorte en tech que les gens ne sortent pas de la marketplace. Compliqué, les gens passaient bien sûr en dehors, éviter les frais de réservation. Ouais. Et déjà, on avait des modèles où on prenait des toutes petites marges, donc il fallait beaucoup de volume et il fallait et on n'a pas réussi, même en étant, on va dire, accompagné, on va dire, on avait levé des fonds, etc. Le marché était très concurrentiel, beaucoup de plateformes gratuites, et donc on n'a vraiment pas réussi à aller suffisamment vite et bien pour rentabiliser le modèle, ce qui a fait qu'on a dû arrêter l'aventure en juin 2022 et qu'on a dû liquider la société. Donc après maintes tentatives de levée de fonds ratée, vente, puisque on devait vendre un de nos concurrents. Et parfois, il faut aussi le facteur chance qui joue. Et nous, malheureusement, on s'est pris des mur sur mur et on a dû arrêter l'aventure, mais pleine de bonnes leçons, on va dire. Exactement. Et d'enrichissement. Exactement, on a beaucoup appris. Ok, c'est sûr que c'est jamais facile de lâcher un bébé sur lequel tu as travaillé autant de temps et tout ça. Surtout, voilà, exactement. Tu donnes toute ton énergie, tout ton cœur pendant 5 ans. T'y crois, dur comme fer. Mais c'est vrai que quand c'est ta première boîte aussi, t'as très peu de recul. Oui, c'est ça. Et donc, même si t'es bien accompagné, etc., t'es un peu en exploration permanente. Donc, t'essayes de toujours anticiper, réagir, etc. Mais ça reste... ta première expérience, donc écoute, t'apprends dans la douleur parfois, mais en tout cas c'est vrai que ça te permet aussi sur la deuxième société qui est Blox aujourd'hui de voir les choses de manière un peu plus différente, un peu plus de hauteur, un peu plus de... Surtout que sur la première structure, t'étais jeune, t'as dû monter la boîte à 26 ans. Ouais, 26 ans. Donc, 26 ans. 26 ans, en me disant, voilà, j'ai quitté mon CDI et je me suis dit, dans tous les cas... j'ai un bon salaire, j'ai une super équipe, j'apprends des choses, etc. Mais je me sentais pas à ma place. Et je sentais que j'avais envie d'explorer autre chose et de créer surtout. Mais donc j'ai un peu suivi mon intuition là-dessus. Et c'est vrai que quand on a 26 ans et qu'on sort d'une première expérience ou qu'on se dit, finalement, l'entrepreneuriat, on se lance un peu dans le vide. Mais dans tous les cas, évidemment, on pense jamais à l'échec quand on commence une boîte. Mais on se dit toujours que c'est toujours... un point t'emmène toujours à un autre. Ouais, c'est ça. Et tu rebondiras dans tous les cas, quoi. Carrément. Et puis nous, on le comprend. C'est un truc... surtout quand tu y as goûté après, je pense. Mais c'est un appel qui est plus fort que tout, quoi, en fait. Oui, besoin de liberté, de créer, comme tu disais. Et c'est trop dur de revenir en arrière après. Ah non, je confirme. Quand le matin, moi, j'étais... ça a été assez rapide quand même. On va dire qu'on a eu l'idée et en 3 mois, on a compressé le délai au maximum entre le préavis, tu sais, où tu négocies ta sortie, etc. Mais j'arrivais en réunion le matin, je ne pensais qu'à Woomies, à explorer tout et à avaler tous les contenus que je pouvais avaler sur l'entrepreneuriat. J'étais boulimique de ça. Et à un moment donné, il faut suivre aussi la petite voix intérieure qui te dit allez, saute dans le vide et puis... tu verras bien, quoi. Trop bien. Plus fort. Trop bien. Et du coup, toute cette expérience-là t'a amené à Blox, justement, aujourd'hui. Donc, est-ce que tu peux présenter peut-être Blox, qu'est-ce que c'est pour les gens qui ne connaissent pas encore ? Ouais, alors Blox, c'est une plateforme en ligne d'investissement immobilier qui permet aux particuliers d'investir dans des projets d'immobilier commercial. Alors, c'est un peu particulier parce qu'effectivement, quand on pense immobilier, on a toujours tendance à l'immobilier résidentiel. Associer ça à l'immobilier résidentiel, un logement, un locataire particulier, etc. L'investissement locatif comme on le connaît. Et c'est assez surprenant parce que le monde de l'immobilier commercial, c'est un monde qui est réservé vraiment aux professionnels et aux gens initiés du secteur. Et vraiment, il y a beaucoup d'investisseurs qui ont très bien réussi et qui investissent principalement, uniquement en immobilier commercial. Donc, on va dire qu'il y a 95% des deals aujourd'hui qui sont faits entre institutionnels, entre investisseurs professionnels, etc. Et le grand public n'y a pas accès. L'idée de Blox, c'est, grâce à ce principe d'immobilier fractionné, qui permet d'investir des 100 euros, le principe, c'est de permettre à n'importe quel particulier
d'investir dans des bons projets qu'on va sélectionner, puisqu'on a une expertise grâce à mon associé Olivier aujourd'hui, qui lui, on va en parler de son parcours, est un vrai professionnel de ce monde-là, qui met à profit son expertise pour sélectionner des bonnes opportunités d'investissement et les rendre accessibles au grand public. Donc, qui peut investir en ligne à partir de 100 € et tous les trimestres percevoir des loyers et la plus-value de sortie. Et alors, quand on définit la notion d'immobilier commercial, il y a beaucoup de classes d'actifs différentes. Effectivement. Voilà, qui sont comprises dans dans ce prisme immobilier commercial. Nous, aujourd'hui, on se focalise uniquement sur le marché des locaux commerciaux. D'accord, ouais. Donc, on va parler des restaurants, des boulangeries, des boutiques, centres-villes, qui sont occupés et loués à des commerçants. C'est ça, parce que comme tu dis, l'immobilier commercial, ça englobe aussi tout ce qui est bureau, entrepôt, logistique et tout ça, quoi. Okay. Exactement, il y a différentes classes d'actifs à l'intérieur, il y a les bureaux, etc. T'en as parlé. Nous, aujourd'hui, on ne va pas du tout traiter ces sujets-là. On va vraiment se focaliser sur les locaux commerciaux. Ça n'empêche pas qu'à l'avenir, on diversifiera certainement les investissements qu'on va proposer. On a dans notre capital et comme associés beaucoup d'investisseurs professionnels qui ont l'habitude d'investir notamment en hôtellerie, etc. Donc on pense que c'est des classes d'actifs qui sont intéressantes, mais on va y aller petit à petit. Étape par étape, exactement. Et comme tu l'as dit, l'immobilier commercial, c'est souvent réservé, c'est pas réservé, mais c'est souvent les grosses structures ou les institutionnels qui investissent dans l'immobilier commercial. J'ai l'impression aussi que par rapport au résidentiel, pour investir dans l'immobilier commercial, le ticket d'entrée est un peu plus élevé que l'immobilier résidentiel. Je pense que... Après, ça dépend des secteurs. Oui, ce que j'allais dire. Exactement, ça dépend des secteurs, ça dépend du type d'actif. Évidemment, l'hôtellerie, le ticket d'entrée est plus important. Maintenant, quand tu regardes les locaux commerciaux, je dois dire que tu as... c'est pareil, effectivement, selon les géographies. Évidemment, Paris, t'es toujours un peu plus cher, le ticket est plus important, etc. Mais c'est vrai que tu restes sur des investissements où, pour le plus petit actif aujourd'hui qu'on a dans nos portefeuilles qu'on négocie avec des vendeurs, on a des actifs où l'entrée tourne autour de 400 000, 500 000 euros. Donc, on va les cibler aujourd'hui des, entre guillemets, petits actifs. Ça reste beaucoup d'argent. Mais on est effectivement sur des actifs qui sont accessibles à partir de 300, 400 000 euros. Et jusqu'à aujourd'hui, on a des tailles d'actifs autour de 3 millions d'euros qu'on fera un peu plus tard. Parce qu'effectivement, le but étant de réunir une communauté d'investisseurs autour d'un projet. Et la plateforme étant nouvelle aujourd'hui, on se lance, on va aller étape par étape proposer des actifs de plus en plus gros sur des tailles de deal, mais aujourd'hui on va commencer sur des actifs plutôt accessibles. Ok, et pourquoi s'être niché justement dans les locaux commerciaux type boutique, boulangerie ou autre? Alors, déjà parce qu'on pense que c'est une bonne classe d'actifs. Historiquement et statistiquement, quand tu regardes les études, c'est la classe d'actifs la plus performante en immobilier sur les 20 dernières années. Tu vois, avec un TRI moyen autour de 17,2 sur les... quand tu regardes l'étude de l'IEIF, qui est l'Institut de l'immobilière de l'épargne foncière, sur les 20 dernières années, le commerce, la classe d'actifs, est la classe d'actifs la plus performante sur les 20 dernières années, de 2002 à 2022. Tu vois. Donc effectivement, en termes de performance, c'est une très bonne classe d'actifs. C'est une classe d'actifs qu'on maîtrise bien en interne. Alors, pas moi à titre personnel, mais vraiment mes associés. Olivier notamment, qui a dirigé des grands groupes comme CBRE, comme Cushman Wakefield pendant une trentaine d'années. Donc il a vraiment une expertise importante spécialisée dans sur l'immobilier commercial et aussi également plus spécifiquement sur la partie... locaux commerciaux. Je trouve ce qui est intéressant aussi dans les locaux commerciaux, en tout cas dans cette approche d'immobilier fractionné, donc de proposer des projets à des gens, c'est que c'est peut-être des projets plus compréhensibles et plus auxquels on va s'attacher, parce que un immeuble de bureau, tu vois, en banlieue parisienne ou quoi, on va moins s'identifier que le commerçant du quartier. Ouais, t'as mis le doigt sur moi le sujet qui a fait principalement, qui m'a convaincu d'aller sur ce sujet Blox et de cofonder cette boîte avec Grégory initialement et Olivier.
c'est vraiment le côté, l'aspect émotionnel de l'investissement, l'aspect, tu donnes du sens à quelque chose qui est extrêmement concret en fait. Parce que effectivement, et quand tu vas dans une boulangerie, quand tu consommes dans un restaurant, effectivement, tu as cette notion de consommation qui te vient tout de suite à l'esprit, mais tu n'as pas la notion investissement. Et donc, tu surprends le particulier parce que tu n'y avais jamais pensé, en fait. Tu te dis, finalement, dans ma boulangerie de quartier, je connais mon commerçant, j'ai l'habitude d'y aller, je sais que l'emplacement est sympa, qu'il y a du monde, etc. Mais je n'avais même pas pensé à investir dans ce lieu-là. Et en fait, c'est un lieu où tu consommes. Et je trouve que l'aspect très concret et très vivant de cet immobilier qui donne qui est le poumon de la ville en fait. Tu vois, tes commerçants, c'est ce qui fait vivre, une ville et qui crée du lien entre les habitants, etc. Et en fait, c'est vrai que c'est un monde de l'immobilier qui est pas du tout, bizarrement, qui était très professionnel, alors que c'est qui sert aux particuliers finalement. Il y a cette notion de proximité finalement. Exactement. Et moi, c'est ce qui m'a vraiment plu dans ce projet-là, et de dire, moi j'aime beaucoup le prisme B2C, la communication, comment t'expliques aussi, tu fais de l'éducation financière, parce que les gens ont encore, c'est ce que vous faites avec le podcast, même si c'est des gens qui sont peut-être plus avisés ou qui essayent de s'intéresser plus à l'immobilier, finalement, le grand public et le particulier lambda, sans que ce soit du tout négatif, mais on n'a pas du tout ces notions-là. On nous les apprend pas de base, quoi, donc forcément. Il faut se former, il faut regarder des contenus, et c'est vrai que l'immobilier, le local commercial, ça regorge les commerçants. En plus, on va parler des avantages. C'est ce que j'allais te poser la question par rapport au résidentiel. Quels sont les avantages? On en a parlé, la performance, ça doit être un point déjà. Alors, est-ce que tu vois d'autres avantages? Alors effectivement, tu as en point numéro 1 la performance. Il y a cette notion de bail commercial qui est différent du bail civil, qui apporte énormément de sécurité à l'investisseur, de par notamment le fait que ce soit des baux longs, sur 9 ans, avec des phases c'est ce qu'on appelle le bail 3-6-9. C'est ça. Donc il y a des phases d'engagement sur période de 3 ans qui engagent davantage le commerçant. Ça ne veut pas dire que c'est 100% de loyer assuré, mais en tout cas le bail commercial est plus protecteur pour l'investisseur particulier ou institutionnel qui va acheter des murs de commerce occupés, notamment puisque son locataire va déjà être un professionnel qui a besoin de son local pour développer son activité économique. Donc la première chose que le locataire va faire, c'est payer son loyer. Parce que s'il ne paye pas son loyer, le bail commercial, contrairement à un bail civil, où quand un locataire ne paye pas son loyer, on part dans des procédures qui sont très longues, etc. Le bail commercial, en fait, bien souvent, en 3 mois, un locataire qui ne paye pas son loyer, malheureusement, il est mis à la porte et il a moins de garantie, il a moins de protection qu'un locataire particulier qui ne va pas forcément pouvoir être expulsé du jour au lendemain. Ok, donc niveau impayé, s'il y a des problématiques avec un locataire, c'est beaucoup plus souple pour sortir le locataire. Alors statistiquement, il y a moins d'impayés, effectivement, déjà. Premièrement, effectivement, en moyenne, nous, on va regarder quand même le taux d'effort qu'on appelle, on pourra parler de nos critères d'investissement, mais pour nous, un bon locataire, c'est un locataire dont le taux d'effort, on va dire, c'est-à-dire que la part de son loyer par rapport à son chiffre d'affaires est relativement en dessous de 10% de son chiffre d'affaires. Donc en gros, par exemple, sur un bail résidentiel, on va dire que tes revenus, tu dois pas dépasser un tiers. Exactement. Tu vois, ton loyer ne doit pas dépasser un tiers de tes revenus. Là, nous, on est plutôt autour de 10% en général de taux d'effort. Du chiffre d'affaires réalisé? Exactement, du chiffre d'affaires réalisé, pour s'assurer que le commerçant soit en mesure de payer son loyer déjà, qu'il n'ait pas un niveau de loyer qui soit trop important par rapport au marché, qui l'empêche justement de développer, de payer son loyer correctement. Donc il y a cette notion déjà de bail commercial qui est, il y a plein de détails plutôt techniques ou juridiques, etc., qui protègent
qui donne plus de sécurité à l'investisseur. Il y a le fait que les charges, taxes, etc. soient aussi à la charge la taxe du foncière, locataire. elle est Exactement. refacturée à la charge de... Exactement. Ça, j'ai cru comprendre aussi, enfin moi je suis pas spécialiste du domaine, mais pour m'y être intéressé un peu, que par exemple s'il y avait des travaux, en fait c'était pareil, c'est le locataire qui va prendre en charge ces travaux. Les charges d'entretien du local, Et d'entretien exactement. du local. C'est pas Donc, au propriétaire si tu as une chaudière qui pète dans un appartement, le propriétaire, normalement, c'est à ta charge. Donc, tu as des mauvaises surprises parfois sur les travaux que tu peux avoir en résidentiel, ce qui n'est pas le cas en commercial. Effectivement, sur les travaux d'entretien et les petites ajustements de chaudière, etc. Donc, toutes ces notions-là, finalement, t'apportent un peu de sérénité en tant que investisseur en immobilier commercial, parce qu'il y a moins de mauvaises surprises aussi au titre du bail, qui est vraiment plus protecteur, on va dire, pour l'investisseur. Donc cette notion de bail long avec des charges portées sur le locataire, le fait que effectivement son outil de travail principal, enfin je veux dire son outil d'activité économique, si elle a pas de, enfin le commerçant n'a pas de local, ça veut dire qu'il n'a pas d'activité économique. Donc déjà par essence même, évidemment quand on se dit la même chose pour d'un locataire, s'il paye pas son loyer, il a pas de toit à te mettre sur la tête, mais on sait bien que il y a toujours et puis surtout on sait que les locataires, en tout cas dans le résidentiel, sont hyper protégés, donc ça arrive très souvent qu'il y en a qui payent pas et qui savent qu'ils sont tranquilles, quoi, en fait. Exactement. Et il y a cette notion de fonds de commerce, donc qui est un peu plus technique à expliquer, etc. Mais bien souvent, par exemple, un restaurateur qui a son fonds de commerce, la valeur de son fonds de commerce, ça va être quelque part son assurance de retraite. Il va se constituer au fil des années une valeur de son fonds de commerce qui va faire que quand il va partir de son local, il pourra revendre ce fonds de commerce. Et s'il n'a pas de loyer, ou enfin s'il paye pas son loyer, ou qu'il perd son droit au bail, il perd également la valeur de son fonds de commerce. Donc ça, c'est important. C'est une notion qui est super importante pour le commerçant. Est-ce que tu pourrais expliquer peut-être pour les gens qui savent pas trop ce que c'est un fonds de commerce, comment ça fonctionne? Alors c'est une notion fonds de commerce, pas de porte. Exactement, c'est une notion juridique. Il y a plusieurs strates dedans, mais ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment la grosse distinction qu'il n'y a pas entre, quand on parle immobilier résidentiel, on a un appartement, un bail, point. Quand on a un investissement dans un local commercial, nous on investit uniquement dans les murs du commerce, c'est-à-dire que donc c'est vraiment l'immobilier qui englobe, avec un commerçant qui est locataire. Donc bien souvent les commerçants sont locataires, ils peuvent devenir propriétaires de leur local, mais bien souvent ils ne le sont pas. Ils pourraient le devenir de manière, avec Blocks aussi, ils pourraient investir de manière fractionnée et détenir une partie de leur local. Mais donc il y a un bail commercial qui est conclu avec ce commerçant pour une durée donc de 9 ans, et en fonction de son activité économique, par exemple une boulangerie, prenons un fonds de commerce d'une boulangerie, le boulanger, il va avoir cette notion de marque, de clientèle attachée à son activité économique. Et cette clientèle attachée à l'activité boulangerie qui est au coin de ta rue, etc., va avoir une valeur. Et c'est une valeur qui n'est pas matérielle. Voilà, exactement. C'est pas une valeur... il y a la valeur de son... de tout le matos qu'il a, de son matos, de tout ce qu'il achète, stocks, exactement, de ses stocks, etc. Il y a une valeur immatérielle qui est le fonds de commerce, donc constitué avec sa clientèle de quartier, le passage. Donc voilà, c'est pour ça que la notion d'un bon investissement en immobilier commercial, elle va reposer bien souvent uniquement sur l'emplacement. Sur l'emplacement, exactement. Et c'est moi j'ai appris énormément de choses grâce à Olivier, puisque c'est lui le grand spécialiste sur il y a différents niveaux d'analyse d'un dossier en immobilier commercial, mais évidemment le critère numéro 1 qui est logique, c'est l'emplacement. Pourquoi ? Parce qu'une boutique bien placée, c'est une boutique où il y a beaucoup de passages, donc une clientèle qui va faire augmenter le chiffre d'affaires, en tout cas qui va permettre aux commerçants de pérenniser son modèle économique, de vendre ses stocks, d'avoir sa clientèle régulière, etc. Et c'est ça qu'on appelle donc la valeur d'un fonds de commerce.
avec, par exemple, un restaurateur qui va avoir sa clientèle régulière, etc., sa marque, etc. Et donc, quand il va partir, donc c'est disons, c'est une valeur immatérielle, mais qui est aussi attachée à son chiffre d'affaires, bien sûr. Évidemment, puisque le repreneur de son fonds de commerce va finalement avoir un historique de ce qui a été fait avant. Donc, il va regarder les bilans et donc, finalement, on valorise un fonds de commerce aussi. Par sa capacité à générer c'est un du peu chiffre. Comme Exactement. Dans d'autres boîtes différentes qui ne sont pas du commerce physique, c'est la valorisation finalement de la boîte. Exactement. C'est comme si tu veux un site internet. Quand tu as un site internet et que tu vas vendre un site internet, tu dis finalement, j'ai un nom de domaine avec un SEO qui me rapporte tant de visiteurs. J'ai 200 000 visiteurs par mois. C'est 200 000 visiteurs par mois et ce nom de domaine qui m'apporte tout ce trafic-là, ça a une valeur. Ça se valorise. Exactement. Et donc, ça se valorise et c'est un peu la même notion en physique qu'on peut transférer entre la valeur d'un trafic, d'une marque, etc. Mais très clair, je pense que c'est bien expliqué. Le moment où c'est un actif pour le commerçant immatériel, comme tu le disais, donc qu'on peut pas trop toucher, mais qui correspond en fait, à une zone de chalandise, à une clientèle, à une marque que le commerçant va développer au fur et à mesure et qui pourra quand il voudra céder, qui pourra revendre et qui aura une valeur en elle-même, quoi. Exactement, et ça c'est vraiment attaché aux commerçants. Et donc nous, en tant que plateforme d'investissement, on va pas investir dans l'activité économique du commerçant, et vraiment parce dans les murs. Effectivement, nous on va acheter les murs, mais si demain le boulanger qui est locataire de nos murs décide de céder son fonds de commerce et de partir, etc., on aura un autre boulanger, mais on sera toujours propriétaire des murs, mais on n'a pas investi dans le fonds de commerce. Donc c'est important c'est pas toujours évident, parce que évidemment c'est une notion qui est nouvelle. Quand on pense immobilier, il y a vraiment un truc qui est très binaire, bail et mur. Et c'est vrai que dans l'immobilier commercial, la grosse distinction, c'est vraiment cette notion d'activité économique qui est attachée au commerçant et qui fait que justement ça a une valeur pour lui. Et que quand il partira à la retraite, il aura son petit matelas qu'il aura constitué sur les années et qu'il pourra revendre. Voilà. Moi, je voulais parler d'un autre sujet, c'est la fiscalité sur les revenus immobiliers des locaux commerciaux, parce que du coup, c'est pour des personnes qui investissent en physique et pas en personne morale, c'est soumis aux revenus fonciers. Donc, c'est très confiscatoire, la fiscalité. On n'a pas le droit de dire ça. Non, des revenus. Non, mais après, il y a d'autres solutions. La société, tout ça. Investir en société, là, il y a, pour moi, je vois que des avantages. Mais c'est vrai qu'en nom propre, c'est quand même assez confiscatoire. Alors, de l'autre côté, toutes les taxes, on a parlé de la taxe foncière, on la paye pas, c'est le locataire qui la paye, donc déjà c'est un poids en moins quand même, mais alors tu mets le doigt sur un sujet qui est très vrai et qui m'amène sur le sujet de l'immobilier fractionné, de la structuration de blocs aujourd'hui. Puisque c'est aussi une des particularités de notre modèle, c'est qu'aujourd'hui on peut pas fractionner une propriété d'un bien, sauf à être en indivision aujourd'hui dans le droit français, etc. Très compliqué. Ou de le faire via des SCI, donc t'es associé dans une société, etc. Mais le souci de ça, c'est à la fois la liquidité, la gestion, etc. C'est très compliqué de gérer des grosses masses d'investisseurs et de le dire, imaginons à 100 €, t'imagines bien que t'as plusieurs milliers d'investisseurs sur le même projet. Et donc, c'est en termes de gestion, il fallait qu'on trouve un modèle un peu différent. Et on s'est posé la question de comment le faire de manière à se rapprocher le plus possible de ces mécaniques où l'investisseur il touche à la fois un rendement locatif et une plus-value à la sortie, sans que ce soit de la pleine propriété, puisqu'on pouvait pas le faire. Qu'il soit associé directement, en fait. Exactement. En fait, en indivision, par exemple, ça veut dire qu'un investisseur qui veut sortir, tu dois casser l'indivision et c'est trop compliqué parce qu'évidemment tu peux pas bloquer les gens sur des durées indéfinies
surtout des milliers de personnes, et c'est Oui. pas le but de l'investissement. Ouais. Donc, on a aujourd'hui un modèle obligataire. Ok. Donc, c'est-à-dire que on a un SPV, donc une société qui achète un actif et donc qui va... Lever de la dette auprès d'investisseurs. Alors, c'est pas de la dette. Oui, Enfin, c'est de la c'est du fonds propre. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on achète sans dette, il n'y a pas de dette bancaire, il n'y a pas de levier. Ok. Et donc, on lève effectivement 100% de l'equity, donc des fonds propres nécessaires à acheter un actif, via la masse, donc des gens qui sont des investisseurs blocks en ligne. Et on achète un actif avec ce SPV qui émet des obligations. Et ces obligations, donc des titres financiers, ces obligations sont indexées à la fois sur le rendement locatif, mais également sur la valeur de l'actif. Ok. Donc, ce qui permet de protéger quelque part un peu le capital. Ouais. Évidemment, il y a toujours un risque de perte en capital, Ça, c'est sûr. d'impayé, etc. Ça, faut quand même l'avoir en tête. Ça reste de l'investissement immobilier. On ne peut pas garantir à 100% que la valeur de l'actif va monter ou que 100% des loyers seront payés ad vitam, etc. Il y a toujours ce risque-là, c'est important de le dire. Et du coup, Mais en tout cas, on est baqué sur l'actif pour les investisseurs et ces obligations ne sont pas soumises à la fiscalité des revenus fonciers, mais à la flat tax. Des revenus financiers, quoi. Exactement. Des revenus financiers, ouais. Exactement. Donc, c'est un peu le modèle. On a ce modèle obligataire avec une prise de garantie sur l'actif. Donc, on prend quand même une garantie hypothécaire de premier rang qui permet aux investisseurs de se protéger si, dans le cas où il y a une cession d'actifs ou même si on a isolé ça prioritaire sur le remboursement. Exactement. Genre 100% de la valeur de l'actif va sur... revient sur la masse ce qu'on appelle la masse obligataire, qui rassemble les investisseurs dans l'actif. Donc ça se fait en deux temps en fait. Il y a un SPV qui va récupérer les fonds des investisseurs et qui va en full equity et qui va acquérir l'actif. Et ensuite, après ça, il y a des obligations qui sont émises du coup pour être ce que tu dis. Exactement. Okay. On a un contrat d'obligation qui est propre à chaque actif. Donc on mélange pas, c'est pas donc là c'est là la différence avec une SCPI par exemple où on a une masse d'actifs qu'on ne choisit pas et on investit, on a des parts de la société et puis on laisse le gérant faire ce qu'il veut et avec les performances ou pas, c'est une gestion complètement déléguée. Nous on va dire que c'est plutôt une gestion on va dire éclairée puisque l'investisseur choisit les projets dans lesquels il veut investir. Il peut s'exposer au marché. Bon, alors aujourd'hui, on est parisien principalement. Demain, on va aller dans d'autres villes. On va aller faire d'autres typologies d'actifs. Et donc, l'idée, c'est de se constituer son propre portefeuille, mais d'avoir des actifs identifiés et de se dire, là, si j'ai envie de me construire ma stratégie patrimoniale, je sais que les projets qui sont passés sur la plateforme Block sont déjà ont été sourcés, ont été analysés et je choisis si ça me plaît ou non de m'exposer sur telle ou telle thématique, restauration ou parisien, ailleurs, etc. Et le but, c'est, je dirais pas que c'est extrêmement différent, parce qu'on me pose souvent la question, la différence entre SCPI et immobilier fractionné. Je veux dire que c'est un peu comme si tu dis, est-ce que tu préfères aller à l'hôtel ou dans une villa avec service ? C'est un peu une question de philosophie, tu vois, c'est pas antinomique, tu pourrais faire les deux. C'est vraiment, je pense, un placement de diversification qui est vachement intéressant et qui aussi permet aux investisseurs qui ont envie de comprendre et de savoir dans quoi ils mettent les pieds, d'être directement proches de leurs investisseurs et comprendre ce qu'ils font. Donc aujourd'hui, c'est vraiment cette logique de dire, notre équipe immobilière, on a ce réseau-là pour vraiment assurer une bonne qualité de sourcing, permettre des investissements qui sont déjà normalement qui sont réservés à des professionnels et nos associés qui font ces deals-là entre eux, finalement ils nous disent pourquoi pas donner accès aussi aux particuliers et en même temps les projets sont analysés, négociés aux meilleures conditions et libre aux particuliers de faire son choix ou non d'investissement. Ouais, complètement. Comme tu dis, du coup, la personne est complètement maître des actifs dans lesquels elle investit. Et moi, j'aime bien ce côté-là. Pour le coup, personnellement, j'aime bien comprendre. On peut. Alors, j'ai plusieurs questions qui me viennent en tête. Est-ce que déjà, on peut acheter via une personne morale ?
Ouais. Demain, ok, bon, mais trop bien. Tu peux acheter Ok. via une personne morale sans problème. Ok, trop bien. Et la deuxième chose, c'est si je veux revendre si je veux revendre avant la date prévue, est-ce que je peux le faire ou non? Alors, ouais, c'est une question. La sortie, aujourd'hui, on émet des obligations sur une durée définie. Ouais, Donc, c'est important alors, on est sur une durée de 10 ans d'échéance, ok, sachant qu'on va mettre une clause de sortie à 5 ans. Donc, Ok. en fait, d'accord. Il y comment aura possibilité, comment c'est ça se passe? Ouais. La liquidité, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, c'est un modèle qui est nouveau, Oui. qu'on est en train de... Enfin, voilà, on a travaillé la structuration qui était validée avec l'AMF, on est en cours d'agrément, etc. Mais la liquidité reste un sujet important. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles on a fait de l'obligataire, parce que dans le futur, on va pouvoir monter une place de marché secondaire Ok, et ouais. créer de la liquidité entre Ouais. particuliers qui veulent se revendre des titres financiers, etc. Ouais. Donc beaucoup plus liquides que des parts SCI privées, etc. Et il y a une expertise annuelle qui est faite des parts qui permet de revaloriser chaque année et de comprendre si la valeur de ta part, elle a augmenté Ouais. en fonction de la valeur de l'actif. Et ça, c'est Donc, cela étant dit, comment tu sors d'un investissement? Tu as une masse obligataire avec un contrat et des règles un peu de gestion. Enfin, même si tu n'es pas associé dans une société, tu as une règle aujourd'hui qu'on s'est imposée et que d'autres acteurs du secteur ont aussi un peu devenu la norme. Ouais. C'est de dire, finalement, la masse obligataire, puisque la valeur de l'actif leur revient, il va y avoir des votes aussi pour vendre l'actif. Si on a une offre au-dessus de la valeur de marché, on s'oblige à présenter cette offre-là. Et si la majorité des 2/3 Vote. des obligataires décident de vendre l'actif, on vend l'actif. Ok. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, on va pas... Ça reste de l'investissement long terme. Évidemment, pour avoir ton rendement, etc., Oui. tu as quand même des frais de notaire au début, etc. bien sûr. Au-delà d'un an, en dessous d'un an et demi, Ça vaut pas le c'est coup. compliqué Ouais. de dire t'es pas là pour faire un aller-retour rapide. On n'est pas dans des cryptos Oui, Ouais. bah oui. ou ce type d'actifs. On reste dans une logique patrimoniale long terme. Long terme, ouais. Mais on peut pas bloquer un investisseur qui aurait besoin de ses fonds, etc. Donc on propose de racheter au prix de marché avec des cotes et nous-mêmes de fournir la liquidité aux investisseurs qui souhaiteraient sortir en cours de route. D'accord. Ok, très super clair. intéressant. Je me posais la question aussi, parce que tu disais que du coup l'intérêt c'était d'avoir ce rendement, enfin on va dire sur la durée des tensions, et aussi à la plus-value lors de la revente. Ouais. Comment ça marche du coup? Est-ce que c'est je mets un ticket qui équivaut à 10% du prix de l'actif final, donc je vais avoir le droit à 10% de la plus-value, ou est-ce que c'est pas aussi simple que ça? Si, tu as le droit à 10% de la plus-value. C'est exactement ça. Ouais. Ok. Et du coup, quel est le modèle de Blocks dans tout ça? C'est quoi votre business model? Comment vous vous rémunérez? Est-ce que c'est en fonction des fonds levés? Est-ce que Exactement. Alors, je vais effectivement préciser ce point, puisqu'on a ce qu'on appelle le carried interest. Donc, effectivement, c'est pas 10% de la plus-value, mais tu as un partage de la valeur. Ok. Donc, nous, le modèle de rémunération, c'est on a un frais d'entrée de 10% à l'entrée qui nous permet de structurer l'opération, du sourcing. On inclut l'intégralité dedans, les frais d'enregistrement, etc. chez le notaire, et donc de structuration. Et donc on présente un rendement net de frais. Donc quand on lève de l'argent, on a le prix de l'actif, la couche de frais de blocs, ce qui nous permet de structurer l'opération. Et donc on présente des chiffres de rendement aux investisseurs. Ce sont des chiffres nets de frais. Donc par exemple, quand on va cibler un rendement net servi au-dessus de 5,5%, 5% à tous nos actifs. Je ne parle pas du TRI, donc global, c'est-à-dire avec le rendement où on inclut la réindexation des loyers, évidemment, et la sortie. Ouais. Donc là, on va plutôt être autour de 9%, 10%, si on regarde dans la globalité de l'opération. Et donc, on a ce frais d'entrée, on a des frais de gestion, puisque l'investisseur n'a rien à faire. Il investit via son dashboard, il a son portefeuille électronique et il touche ses loyers, etc. Il n'y a pas de gestion, donc c'est une gestion qui est clé en main. Aujourd'hui, on s'occupe de tout. Et donc, pour ça, on a un frais autour de 5-5,5%
pour gérer l'intégralité des loyers, des quittances, etc. également. Donc pareil, là ça revient dans le... Quand on parle de rendement, c'est pris en compte dans le calcul, quoi. On prend en compte l'intégralité des frais de la plateforme et de gestion et d'acquisition et de sortie où on a aligné nos intérêts, puisque le but justement pour nous c'est de bien acheter des actifs et aligner les intérêts de la plateforme avec ceux des investisseurs, avec ce qu'on appelle un carried interest, qui est uniquement en termes de si on performe et qu'on sort une plus-value, la plateforme, on prélève 20% de la plus-value de sortie, qui est un modèle assez classique de fonds d'investissement, ce que font beaucoup de fonds en venture, mais qui permet nous aussi d'incentiver, enfin de créer une carotte, on va dire, en plus, sur l'acquisition, qui nous pousse à bien acheter, à bien négocier les actifs, puisqu'on a un intérêt à la sortie également. Ouais, sur la plus-value. Ok, au moins c'est très clair. On comprend bien comment ça fonctionne. On l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, mais je pense que ça peut être intéressant d'avoir ton avis là-dessus, sur comment vous sélectionnez vos actifs, c'est quoi un peu les critères, et voilà, des choses qui potentiellement pourraient servir aussi à des gens qui veulent investir de leur côté ou pas, mais voilà, ça peut être intéressant. Alors ça, c'est Olivier Gérard, mon associé, donc comme on en a parlé tout à l'heure, grand monsieur de l'immobilier, qui a une bonne expertise sur le sujet. D'ailleurs, on fait pas mal de contenu, pas essayer sur les réseaux d'être un peu synthétique. On va sortir beaucoup de vidéos justement sur nos critères d'investissement, mais je dirais qu'il y a plusieurs, 3-4 critères principaux. On en parlait, l'emplacement toujours, vérifier que effectivement on soit sur des rues commerçantes, passantes, où il y a du passage, etc., de manière à pouvoir relouer rapidement. Dans le cas où on aurait un locataire qui fait défaut, on s'assure que le taux de vacances soit le plus faible possible. Et donc vraiment l'emplacement, c'est ce qui fait tout aujourd'hui sur l'immobilier commercial. Carrément, et potentiellement sur la plus-value, sur tout ce qu'il y a derrière aussi. Quoi. Exactement. Le deuxième, je dirais que c'est la qualité du locataire, évidemment. Donc là, on va analyser les bilans, etc. On va se dire, est-ce que ce locataire est là depuis longtemps ? Est-ce qu'il a bien payé ses loyers ? Est-ce qu'on regarde l'historique de son business, etc. Donc ça, c'est une notion vraiment de qualité du locataire. On a cette notion aussi de... qu'est-ce qu'on analyse ? Évidemment, le niveau de loyer. Est-ce que on est sur un niveau de loyer raisonnable par rapport à l'environnement aussi ? Parce que parfois, on peut avoir des super commerces, des super commerçants, etc. Mais avec un niveau de loyer qui est... plutôt, nous, on aime bien acheter trop bas parce qu'on sait que justement, le jour où, déjà, le locataire va pouvoir bien payer son loyer, s'il a un loyer plus faible. Et deux, le jour où on reloue le local, et si le locataire décide de partir, s'agrandir ou je ne sais quoi, on sait qu'on a un potentiel de revalorisation. Et donc, justement, on aime bien avoir des prix de loyer un peu inférieurs au marché. Donc, s'assurer que, justement... le loyer soit pas trop élevé parce que ça pose problème en cas de pour relouer un local si le prix était trop élevé. Donc on sait que ça impacte le rendement, évidemment, parce qu'on va devoir baisser le loyer, etc. Donc ça, c'est un vrai élément important pour nous. Ok, ça fait déjà ça fait pas mal d'éléments à voir, mais je pense que t'as cité les principaux, l'emplacement, et puis analyser le commerçant, parce que c'est lui finalement qui va payer le loyer. Ouais, c'est marrant parce que tu regardes... Et c'est un métier vraiment de connaisseur, et c'est là où tu vois que l'expertise terrain, elle est importante, parce que même, tu vois, sur les Champs-Élysées, quand on prend une avenue comme les Champs-Élysées, où on est sur du prime, etc., d'un côté à l'autre, d'un trottoir à l'autre, les loyers sont pas les mêmes. Et donc, il y a vraiment, c'est assez fin comme notion, et c'est pour ça qu'il faut être avec des professionnels pour bien investir en immobilier commercial, parce que c'est pas parce qu'on a une adresse sur les champs finalement que on est assuré d'avoir un bon commerçant, etc. Parce que et les rendements sont pas les mêmes d'un côté à l'autre de la rue. Parce que pourquoi ? Il y a une rue qui est avec beaucoup plus de passages que de l'autre côté, qu'il y en a une qui est au soleil et pas l'autre. Et c'est assez incroyable de regarder le niveau de granularité selon les zones. Et donc, pour ça, il faut s'assurer d'avoir des professionnels qui connaissent le marché. C'est très, très localisé, quoi, comme tu dis, d'un trottoir à l'autre. D'un trottoir à l'autre. C'est fou. C'est incroyable. Tu peux avoir des prix au mètre carré qui vont du simple au double, en fait. Vraiment ? Du simple au double. Ok.
C'est énorme la diff. Et pour sourcer les deals, vous faites comment? Parce que je me doute que c'est pas sur le bon coin forcément que vous trouvez les deals. Donc, c'est exactement ça, effectivement. En général, quand Surtout on quand a des biens, en quand les biens arrivent en général sur les plateformes en ligne, c'est trop tard. C'est effectivement que c'est n'en pas a voulu forcément avant, les quoi. meilleurs investissements. Ouais. Ça, c'est clairement la règle. Et c'est pour ça que c'est marrant, parce que l'immobilier commercial, c'est vraiment un monde d'initiés, quoi. Parce que il faut vraiment avoir un bon réseau pour accéder aux bonnes opportunités d'investissement. Et la chance, effectivement, qu'on a aujourd'hui avec Blocks et le tour de table qu'on a réuni autour de nous avec des associés qui sont des grandes personnalités du monde de l'investissement immobilier, de l'entrepreneuriat, etc. Et qui ont eux-mêmes investi plusieurs millions, dizaines de millions, voire plus, parfois dans des opérations d'immobilier commercial. Donc, ils ont une qualité, ils sont identifiés dans le marché comme étant déjà des acquéreurs importants et réputés. Et donc, grâce à leur réseau, et on mutualise le réseau de tous nos associés, aujourd'hui, on en a une dizaine au capital qui sont vraiment donc cinq des principaux, on va dire, acquéreurs immobiliers à Paris, en France, etc., dans d'autres villes. Et donc, ils ont une qualité de réseau, de sourcing, notamment Olivier aussi, forcément, qui est notre directeur d'investissement aujourd'hui, qui connaît l'intégralité du marché et du monde de l'immobilier commercial. Donc, c'est vrai que les gens pensent à lui, que ce soit des foncières privées, puisqu'on traite avec certains propriétaires d'actifs en direct, on traite avec des foncières SCPI qui parfois arbitrent des biens, on va avoir des brokers aussi, avec lesquels on travaille, pourquoi pas, évidemment, et qui nous alimentent. On a un cahier des charges et ils savent un peu ce qu'on recherche aujourd'hui. Et quand ça coche les cases, ils vous exactement. Aujourd'hui, on a sourcé plus de 50 millions d'euros d'actifs dans notre pipe d'analyse. Et on va dire, finalement, nous, on cherche des lignes qui sont entre tel et tel montant, qui vont nous servir un rendement à cible, on va se dire autour de 6%. Vous avez bien défini vos critères de recherche, Exactement. Et pour ceux qui nous écoutent, juste les brokers, c'est les agents immobiliers du commerce, quoi. Et il y en a effectivement, il y a des agents immobiliers en résidentiel, mais il y en a vraiment spécialisés sur l'acquisition, la gestion de locaux commerciaux. Et donc, on travaille avec différents. eux. Ah oui. Ah, complètement. Vraiment, parce qu'on valorise pas du tout de la même manière. Et un appartement où on va avoir une data assez publique et transparente des prix au mètre carré. Et en masse, quoi, aussi, sur beaucoup de points de données, quoi. Oui, c'est vrai que le commercial, c'est plus... Mais il y a tellement de choses aussi à prendre en compte dans la valorisation de... On valorise pas du tout de la même manière. C'est deux métiers différents. Une boutique, parce que la boutique, elle va être valorisée par rapport à son loyer. Et le loyer va être déterminé par rapport à son emplacement, etc. Donc en fait, c'est pas du tout le même raisonnement en immobilier commercial et en immobilier résidentiel. Donc on peut dire, justement, parfois on achète une boutique qui va être super bien placée dans un bon quartier de Paris, moins cher au mètre carré qu'un appartement qui est au premier. Mais c'est pas le même raisonnement. Pourquoi ? Parce que c'est le loyer qui fait vraiment la valeur et la valorisation de l'actif. Si on regarde les plus grandes fortunes dans l'immobilier, ils ont beaucoup plus d'immobilier commercial que de résidentiel. Complètement. Mais voire que d'immobilier commercial. Nous, les family office, etc., qui sont au capital et qui investissent en immobilier, majoritairement, ils font beaucoup, effectivement, d'immobilier commercial, beaucoup de deals hôteliers, etc. Et ça, effectivement, les grands investisseurs immobiliers aiment beaucoup. Ouais, mais ça se comprend, avec tout ce qu'on a cité comme avantage. Moins de gestion, plus de rendement. Effectivement, il y a plus. C'est surtout le côté gestion, parce que s'il devait avoir autant de volume de loyer avec du résidentiel, ça apporterait aussi un certain nombre de problèmes. C'est clair. On voit que la gestion en résidentiel, c'est beaucoup de... Et tous ceux, moi j'en connais un peu, qui avaient du résidentiel et du commerce, ils ont revendu tous le résidentiel pour se concentrer sur le commerce.
Bah ouais, je pense que quand on goûte, tu vois, et même moi, à titre personnel, hein, je suis pas du tout une experte initialement de ce secteur-là. Moi, j'ai évolué dans un monde plutôt résidentiel. Mais c'est vrai qu'au contact de tous ces professionnels et quand je vois sur des... Et j'ai des investisseurs et un associé, Simon, aujourd'hui, qui gère plusieurs dizaines de lignes de commerce, etc. Je vois en termes de gestion et de prise de tête, ça n'a rien à voir avec certains de mes amis qui investissent en résidentiel. Alors après, il y a des solutions qui permettent de le faire différemment, mais pas les mêmes rendements non plus, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. On a d'autres contraintes. Une question que je me posais aussi, tu as dit tout à l'heure que vous avez à peu près identifié pour 50 millions d'euros d'actifs dans le pipe. Comment ça se passe dans ce marché-là ? Est-ce que c'est aussi, on va dire, tendu que dans du résidentiel où quand il y a une bonne affaire, c'est quand même assez dur de la maintenir, tu vois, dans un pipe sans l'acquérir de suite. Est-ce que là, c'est un peu plus rare les acquisitions commerciales ? Enfin, est-ce qu'il y a un peu plus de marge sur... Alors, j'ai pas assez d'expérience dans le marché, mais c'est vrai que le marché est compliqué en ce moment. Oui, pour tout le monde. Tous les acteurs. Les taux sont hauts. Il y a moins d'accès au cash. Donc évidemment, ceux qui peuvent tenir, entre guillemets, ils vont garder leurs actifs. D'autres, il y en a qui ont fait des investissements en taux variables, etc. Donc là, ils se retrouvent un peu coincés. Et c'est vrai que nous, c'est entre guillemets une opportunité, puisqu'on se porte acquéreur et que évidemment, dans ce marché-là, aujourd'hui, c'est les acquéreurs commencent un peu à les prix commencent un peu ça commence à se ressentir sur les prix. Donc on a des vendeurs qui sont parfois plus à même de négocier parce qu'ils veulent sortir leurs actifs, ils ont besoin de trouver de la liquidité. Donc pour nous, ça reste plutôt un bon timing d'acquisition. Maintenant, effectivement, les bonnes affaires, elles partent souvent rapidement. Le but pour nous, c'est justement de capitaliser sur notre réseau d'associés et les accords d'exclusivité qu'on peut avoir pour avoir plus de flexibilité de manière à lancer la plateforme et être plus serein, entre guillemets, sur les ventes des actifs. Donc c'est un peu notre stratégie aujourd'hui, dans le sens où on négocie sur des portefeuilles où on sait qu'on a plusieurs mois devant nous pour sortir plusieurs actifs, etc. Et qu'on n'est pas en mode aller-retour rapide à devoir sortir actif par actif, etc. Donc on essaye en tout cas d'assurer des relations de confiance avec les vendeurs, pour nous permettre de faire les choses dans le bon sens et plutôt sereinement. Ok, après c'est vrai que vous avez aussi l'équipe et entre guillemets les associés pour rassurer les vendeurs. J'espère. Je pense. En tout cas, on a des bonnes relations et c'est vrai que Olivier, c'est des années de construction, de confiance et ils sont nos associés, ils se connaissent souvent entre eux, ils font des deals souvent entre eux. Donc aussi, on a pour vocation de faire évoluer la formule Blocks. On va avoir quelques opérations un peu plus exclusives à proposer en co-investissement dans les mois à venir, etc. Donc on a des choses, on a une belle feuille de route, on a des associés qui sont vraiment des gens exceptionnels et qui croient beaucoup dans ce projet-là et dans le fait de pouvoir donner accès à ces investissements aux particuliers. Donc c'est une aventure un peu humaine aussi, parce qu'ils se prennent au jeu. C'est sûr, toujours. Et voilà, on fait de l'immobilier, mais on le fait un peu différemment et on apporte quelque chose d'assez nouveau sur le marché. Donc je pense qu'ils sont contents aussi de participer à ça. Je pense que oui, il y a quelque chose aussi de la mission, de la vision de la boîte qui a dû leur plaire un moment, parce qu'en soi ils auraient pu juste faire des deals de leur côté avec des investisseurs privés et là il y a vraiment ce côté, on essaie de le proposer aux gens et de démocratiser cet aspect de démocratisation qui est intéressant et c'est vrai que c'est comme, si tu veux, ça me fait penser beaucoup à il y a quelques années le monde du private equity, des startups, de l'investissement en start-up et dans les jeunes entreprises, etc., qui était uniquement réservé aux clientèles de banques privées. Et encore, ça arrivait en banque privée. Moi, je parle de ça. En 2017, on commençait à développer une offre d'investissement avec des fonds qui proposaient à nos clients des offres en private equity, etc. Mais c'était
un monde qui existait aux États-Unis, qui arrivait tardivement en France, et les gens ne savaient pas ce que c'était qu'investir en capital risque ou investir en capital développement. C'est vrai. On pensait juste investissement, bourse, etc. Et c'était des choses qui étaient vraiment des sujets pas accessibles au grand public. Et aujourd'hui, ça est en train de vachement se démocratiser. Il y a des boîtes qui le font. Il y a plein de plateformes aussi avec le crowdfunding. Exactement. Tout ça. Ouais, carrément. Il y a plein de plateformes en crowdfunding maintenant qui donnent accès à ça. Et c'est vrai que sur l'immobilier commercial, c'est une thématique particulière qui est effectivement réservée à beaucoup d'initiés, beaucoup de foncières et trucs, qui est très institutionnel, très professionnel. C'est pas autant démocratisé que le résiduel, mais on en est très loin. Ouais, c'est ça, ouais. Et pourtant, tous les avantages qu'on a évoqués, ça mérite quand même de se dire, ouvrons et puis militons pour que le grand public et les gens puissent diversifier leurs... C'est pas l'un ou l'autre. Je dis pas qu'il faut faire que du résidentiel ou que du commercial. Je pense qu'une bonne stratégie d'investissement patrimonial, c'est une stratégie d'investissement diversifiée où tu vas faire un peu de tout et que tu vas t'exposes à différents types de risques, de rendements, etc. quoi. Carrément. On arrive presque à la fin de l'épisode. J'avais encore une petite question qui m'est restée en tête. C'est que j'ai vu dans votre communication pas mal aussi que mettiez en avant le fait d'investir dans un commerce, outre le rendement, etc., ça pouvait aussi permettre du coup aux gens d'investir dans les commerces de leur quartier et potentiellement d'avoir des prix ou ou des avantages en tout cas dans le commerce en question. Est-ce que c'est toujours prévu ou alors est-ce ça, que c'est plus le cas? Effectivement, c'est un pilote. Parce que je trouve le concept très cool. Et je pense qu'on va réitérer l'expérience. Je dis pas qu'on va le faire à tous les coups parce qu'il faut enclencher quelque chose. Il faudrait déjà partir du principe que seuls les gens qui habitent à côté du commerce investissent. Oui, c'est c'est pas le cas. Aujourd'hui, on l'a vu sur le premier projet. On a vu que le premier projet dans le 18e, la Trattoria, finalement, il y avait quand même beaucoup de gens, même pas parisiens du tout, qui avaient investi dedans. Et donc, c'est vrai que c'est sympa. Moi, je pense concrètement que ça apporte un lien encore plus fort entre le consommateur qui investit dans son commerce habituel, etc. Ça a un côté ludique et très sympa. Tous les commerçants veulent pas forcément jouer le jeu. Et encore une fois, je pense que ça se prête bien à certains commerces, pas forcément à d'autres. Après, il y a des investissements qu'on va faire avec des enseignes. Les enseignes, elles sont potentiellement, tu vois, c'est une manière de fidéliser aussi sa clientèle. Moi, j'aime beaucoup l'idée. Après, on en est qu'au début. Tu vois, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à tester, à aller explorer dans cette thématique où tu te dis, finalement, si j'investis dans les murs d'un commerce, je peux être un client fidèle et avoir des avantages de réduction, etc., commerciale. Et donc, pourquoi pas? On va, je pense, creuser cette idée-là et certainement qu'on refera des opérations avec où on lit vraiment le commerçant. Et ce qui est sympa, c'est qu'on voit que le commerçant, en tout cas, sur le premier projet, c'est vachement pris au jeu. Et tu vois, il avait fait 10% de réduction sur son menu pour les investisseurs Blocks qui investissaient dans ces murs. Je pense que voilà, il y a des choses encore, c'est exploratoire, on est une start-up. Il y a beaucoup de choses à faire avec la matière commerce pour lier le commerçant, l'investisseur, le consommateur. Et je pense que c'est une formule qui va fonctionner pour certains types d'investissements. Oui, c'est vrai que c'est pas forcément adapté. Qui n'est pas le cœur forcément, tu vois, de la proposition de valeur aujourd'hui, parce qu'on fait de l'investissement immobilier, donc avec un rendement principalement. C'est le petit plus, quoi. Et effectivement, si on peut trouver un moyen ludique, en plus de donner plus de sens, etc., et d'associer le commerçant, et d'ailleurs, on est en train de réfléchir à d'autres mécaniques pour associer davantage le commerçant et lui offrir en 1 ou 2 mois de loyer en blocks pour le faire rentrer lui-même dans son aventure, etc. Il y a beaucoup de choses où on a envie, tu vois, d'aller explorer, mais ça reste... comme tu dis, oui, ça reste exploratoire, mais voilà, je trouvais le concept, en tout cas, intéressant à traiter. Et effectivement, maintenant que j'y réfléchis, il peut y avoir aussi différentes problématiques. C'est-à-dire que si tu n'as que des très petits porteurs qui financent un projet à 400 000 euros, ou tu n'as que des porteurs à 100 euros, par exemple, sur le projet,
là, peut-être que le commerçant, faire des réductions à 50 000 personnes, c'est compliqué. Oui, après, il gagne aussi en clientèle, en masse oui, de clients, etc. Après, c'est vrai que là, on est plutôt sur des tickets autour de 400-500 €, on va dire. En moyenne. En moyenne. Ouais. On a aussi des partenariats qu'on est en train de mettre en place avec des conseillers en gestion de patrimoine, family office, de manière à pouvoir proposer aussi des investissements en club pour leurs clients, une clientèle privée, etc. Donc sur des tickets un peu plus importants. Ouais. Et donc, on a cette double stratégie de développement qui va faire que, on restera toujours accessible, etc. Mais on reste sur des tickets qui sont, autour de ça, on va dire, ciblés autour de 500 €, quoi. Ok, très clair. Trop bien. Merci beaucoup en tout cas pour Merci à tous les ce deux. partage. On aime bien poser une question. Alors déjà, est-ce que tu es investisseuse immobilière, toi, à titre perso ou pas encore? Alors, à titre perso, pas beaucoup, non, malheureusement. Après... Moi, j'ai beaucoup investi et perdu d'argent dans mon ancienne boîte. Oui, ce que j'allais dire, souvent les entrepreneurs sont pas les mieux... C'est pas les cordonniers les mieux chaussés. Exactement. L'avantage, c'est qu'avec Blocks, on peut le faire avec n'importe quel budget. Donc là, je vais commencer à pouvoir investir dans les projets aussi. Et c'est ce qu'on va faire avec nos associés, puisque nos associés investissent aussi dans les projets. Mais c'est vrai que j'ai quand même mon épargne et ce que j'avais mis de côté investi dans ma société. Oui, ça se comprend. En premier jeu. Voilà. Ça se comprend, mais du coup, on va pouvoir adapter la question peut-être. Ouais, c'est quel conseil tu donnerais à une personne qui souhaite se lancer? Alors normalement, c'est dans l'immobilier, mais là, ça peut être dans l'entrepreneuriat. Juste dans un projet, quoi. Quel conseil je donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat? Je dirais qu'il faut suivre son intuition, parce que la vie est courte et que sinon on se retrouve avec des regrets plus tard. Et j'ai trop vu de personnes dans mon ancienne entreprise me dire à 45 ans, 50 ans, tiens, j'avais un projet, je l'ai jamais lancé. Et je pense que il faut pas avoir peur. C'est une super aventure humaine et je pense que tu t'apprends beaucoup tu grandis énormément à titre personnel, à titre professionnel évidemment, mais faut se faire confiance et pas avoir peur de sauter parce qu'on rebondit toujours sur quelque chose, quelle que soit l'issue positive ou négative, ça reste une bonne... Des choses à en tirer de toute façon. Ouais. Exactement. Et merci pour ce message positif. et merci pour tout cet échange. Si on veut te contacter potentiellement ou en savoir plus sur Blocks. Alors il y en a notre site blocks.co, bloks.co. Et puis moi, on peut me contacter avec grand plaisir sur mon mail lorraine@blocks.co ou sur LinkedIn. En général, je suis assez réactive. Ok. Trop bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Bonne journée. Ciao.